Est-ce que Prismian est attractif au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce leader italien de la production de câbles électriques et de systèmes électriques. Alors, le cours a décroché depuis les plus hauts de février 2025. On était à 71 €. Ça a chuté, ça a bien chuté, hein, divisé par 2 quasiment. C'est violent pour une large cap, une aussi large cap. Bon, ça a quand même pas mal rebondi. Est-ce qu'on peut attraper ce rebond? On va regarder. Hop, on va se mettre en 12 mois glissants pour le chiffre d'affaires. On a une évolution médiane de 16,2% sur 10 ans, ce qui est pas mal. Sur mars 2025, en 12 mois glissants, on est à 20,5%. C'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un trou d'air en fait en 2024 et puis après la croissance s'est mise à réaccélérer. Après à mon avis, c'est quand même saisonnier comme business, donc il faut corriger aussi de ces variations saisonnières. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la croissance est quand même assez forte, hein. On a des acquisitions qui viennent booster cette croissance. On a pour 5,6 € d'acquisitions sur un market cap de 16 milliards, ça fait quand même un bon tiers, hein, donc croissance externe plus organique sur Prismian. Ça, c'est pas mal. Comment ça se traduit dans les marges? Eh bien, nous, ce qu'on veut voir, c'est des marges qui augmentent puisqu'on a, on a des économies d'échelle, on descend la courbe d'expérience, on a des prix, des coûts qui baissent et on peut monter les prix normalement quand on fait de la croissance. Sur le taux de marge brut, ça se voit pas, 36 stable sur 10 ans. Mais sur le taux de marge d'EBITDA, par contre, oui, on a bien monté l'efficience opérationnelle, hein, ça, c'est pas mal. On est passé de 6,5 à 9 en 10 ans, donc excellent. Taux de marge nette également, ça suit à peu près cette évolution. Qu'en est-il de la marge de free cash flow? Ouais, ça elle est un peu plus élevée, la marge de free cash flow par rapport au bénéfice net, donc et elle est en forte augmentation depuis, non, elle est pas en forte augmentation, elle est au même niveau qu'il y a 10 ans. Bon, au niveau des marges, on peut dire que c'est quand même correct, hein, comme qualité de dossier, c'est pas si mal géré. Alors ensuite, la conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc pourquoi? D'abord, regardez, est-ce qu'on a un BFR positif? Oui, malheureusement. Est-ce que ce BFR est en amélioration? Pas vraiment, on a 700 millions de dégradation sur 10 ans. Donc bon, là-dessus, il y a rien à gratter. Ensuite, est-ce qu'on fait une dépense en capital plus élevée que les dépréciations amortissements? Oui, ça a l'air d'accélérer, hein, par rapport, à quelques années là. Et on investit de plus en plus. Et est-ce que c'est une mauvaise idée? Bah, je pense pas, parce qu'il y a quand même une forte demande, d'électricité maintenant, avec, l'intelligence artificielle et compagnie. Donc il y a un monde qui devient plus électrique, vs, fossile, donc pourquoi pas? Donc ils ont raison, à mon avis, de faire la dépense en capital. Donc ça donne ça 5 milliards de normalement, ça donne 5 milliards de free cash flow en moins, hein, vu que vous avez des capex supérieurs aux dépréciations amortissements. Mais vous avez ici du ozone on cash item pour 5 milliards. Donc ça neutralise à peu près cette différence. Donc là, de quoi il s'agit? Aucune idée. Il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie pour savoir de quoi sont constituées ces dépenses non cash. Et là, je pense que vous n'avez pas toute l'explication sur pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc à vous de faire le taf dans les tableaux de flux de trésorerie de l'entreprise. Maintenant, je pense qu'on pourra utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise plutôt que les bénéfices nets. En termes de rentabilité, on est sur une médiane de 8,5. C'est un business qui est quand même capital intensif, donc je pense que c'est pas trop mal, hein, comme, rentabilité. 9,6% de rendement des capitaux investis, très bien. Donc bonne rentabilité qui est supérieure à la croissance, ici, à la croissance, médiane. Donc on doit pouvoir dégager du cash, assez sereinement sur, Prismian. C'est ce qui explique aussi que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Bien, ensuite la dette. On se trouve sur une dette de 4,9 €. Attention que c'est un peu lourd quand même, ça fait 3 fois l'EBITDA, donc on est en limite de niveau acceptable là, hein. Il faut que la dette, baisse rapidement. Et à quoi est due cette dette? Eh bien, à cette acquisition ici, voilà, tout simplement. Donc on a fait combien d'acquisitions? 1,5 à 5,5 €. On a fait 4 milliards d'acquisitions. Donc on est passé d'une dette à 1,3 € à une dette de 4,9 €. Donc voilà, ça se retrouve à peu près ici. Bon, c'est lourd, mais c'est soutenable. Maintenant, il faut qu'il se désendette assez rapidement parce que ça impacte les bénéfices nets, hein, donc ça baisse le rendement de l'actionnaire évidemment. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire justement, hop, on est sur donc 2 free cash flow qui montent bien, ça c'est cool, 1,220 milliard contre, 191 millions de dividendes. Ils sont pas très généreux avec l'actionnaire. On est sur un rendement de l'actionnaire qui nous est calculé à 3,4%. Donc ça me semble surprenant, hein. Ouais, donc ça inclut à mon avis les rachats d'actions.
il y a des rachats d'actions, depuis quelques temps, mais est-ce que ces actions seront vraiment annulées ou est-ce qu'elles sont simplement, mises en autocontrôle? Il faut vérifier. Donc, bon, il y a de la place pour augmenter vraiment l'actionnaire, mais je pense qu'il devrait privilégier le remboursement de la dette d'abord. En termes de valorisation, on se trouve sur une médiane normalement de 10,6, à l'heure actuelle, on est à 12,3. Donc, il n'y a plus de marge de sécurité par rapport à l'historique. Si on zoome un petit peu, on peut se dire on peut se dire que maintenant, c'est un nouveau paradigme et qu'il y a l'électrification, nouvelle tendance, donc du coup, il y a de la croissance à venir sur l'entreprise et donc s'autoriser un multiple plus élevé. Mais en multiple forward, on est aussi surcoté de 10. Conclusion du dossier Prysmian, ça devient, à mon avis, plutôt un dossier de croissance. Là, il y avait une énorme opportunité, je pense, quand ça a dévissé. Ils ont dû faire des publications plutôt moyennes et hop, ça a bien dévissé. Maintenant, là, vous êtes plutôt sur on va dire sur la tendance, hein, en termes de valorisation. Vous êtes moi, je pense que c'est correctement valorisé, c'est pas survalorisé non plus, mais ça va être plutôt un dossier croissance à prix raisonnable maintenant, plutôt qu'un dossier, value. Donc, pas, plutôt à conserver sur le long terme. Moi, je dirais 3 à 5 ans sur ce genre de dossier, parce qu'on peut avoir une déconvenue sur une publication comme on l'a vu ici. Et si vous achetez à un multiple élevé, mettons que si vous avez acheté à un multiple, ici au multiple de 11,7, 12, bah, il y a eu dès qu'il y a une mauvaise publication, on retombe à un multiple de 7. Donc, vous êtes quand même, vous prenez un gadin. Donc là, il vaut mieux rester proche du multiple médian quand on veut acheter cette entreprise, à mon avis. Donc, ici, c'est pas un mauvais timing, surtout si vous le conservez sur le moyen terme, on va dire, 3 à 5 ans. J'espère que cette analyse de Prismian vous a intéressé. Mettez un pouce vers le haut à la vidéo et moi je vous dis à bientôt.